Checking sound, checking sound. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hello. Good morning, may I speak to Mr. Isaacson, please? Yes, speaking. Mr. Isaacson, it's Tom Eaton. How are you? Good. Nice to talk to you. Is it okay if I ask the questions in French because c'est un programme en français? Oui, bien sûr. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez peut-être me parler par rapport à certaines de vos influences, des cinéastes que vous avez appréciés très jeunes et certaines œuvres peut-être qui vous ont, je sais pas, allumé? Mais c'est drôle, l'autre jour, j'étais avec un groupe de cinéastes ici au festival documentaire et on me racontait l'histoire de Kieślowski, le cinéaste polonais, Mhm. on lui avait posé la question à un moment donné, quels sont les cinéastes qui vous ont influencé, ou quels sont les auteurs qui vous ont influencé. Et il a répondu Dostoïevski et Molière. Et quelqu'un disait non, mais je voulais savoir les cinéastes. Puis il disait, mais c'est pas seulement les cinéastes qui vous influencent. En tout cas, moi, c'est que j'ai commencé mon père avait une école d'art, que j'ai grandi dans un milieu d'art visuel. Et aussi, j'étais très influencé par les événements qui ont vraiment marqué les années 60, le fin des années 60, début des années 70 pour les jeunes de l'époque. Donc, toute la radicalisation étudiante, la guerre au Vietnam et tout ça. Tout ça pour dire que ce ne sont pas seulement des cinéastes qui m'ont influencé, mais c'est beaucoup les événements de société, les artistes et d'autres choses. Mais dans les cinéastes, je vais en mentionner deux en particulier. Un cinéaste suédois qui s'appelle Stefan Jarl, J-A-R-L, qui a fait toute une série de documentaires importants dans le social surtout. Et puis la cinéaste américaine Barbara Koppel, qui a fait notamment les films Harlan County, USA et American Dream. C'est d'ailleurs ces deux documentaires qui ont gagné les Oscars. Voilà deux cinéastes qui m'ont beaucoup influencé. C'est un texte qui aurait besoin d'une mise à jour. Je crois que ce qui demeure valable dans le texte, c'est l'approche générale. Ce qui a beaucoup changé, c'est la situation de financement, parce que depuis qu'il y a le gouvernement Harper, il y a eu beaucoup de coupures dans les arts et dans les subventions destinées aux documentaires, surtout indépendants. Et par ailleurs, tout le paysage médiatique et la structure de financement des films documentaires est en train de changer, dans le contexte aussi de la crise économique, de la crise de la télévision, de l'arrivée de l'importance de l'Internet. Mhm. Alors, le texte aurait besoin d'une mise à jour à ce niveau-là. Est-ce que vous prévoyez en faire une mise à jour? Écoute, j'essaie de contrôler la quantité de travail que je fais de façon bénévole. Pour l'instant, je me concentre sur mon blog. Le concert avec l'ONF a aidé à ouvrir des portes? Absolument. L'avantage que j'ai eu souvent dans ma carrière de travailler soit avec Radio-Canada ou avec l'ONF, et de pouvoir donc dire quand on approche les autorités, on approche des institutions ou des personnages, de pouvoir dire qu'on travaille avec une institution publique importante. Mais maintenant, les fenêtres de diffusion à Radio-Canada sont beaucoup plus limitées. L'ONF a moins d'argent, alors on se trouve de plus en plus à travailler de façon vraiment indépendante. Au film Armadillo. En fait, vous dites quelque chose dans votre blog qui m'a frappé. The best war film I ever saw. Ben, moi, j'ai été très impressionné par ce film-là. J'ai des collègues qui l'ont moins aimé, là, mais Okay. c'est un film extrêmement révélateur en termes de ce qui se passe réellement en Afghanistan.
j'ai jamais vu un film qui donne autant le sentiment que la guerre est complètement, non seulement confuse, mais futile, que les gens, les soldats qui sont là ne comprennent pas réellement qu'est-ce qui se passe dans le paysage devant eux, qu'ils ne comprennent pas les communications des civils, qu'ils ne voient pas l'impact réel de l'effort de guerre de l'OTAN. Et en plus de ça, c'est un film très, très courageux, là où le réalisateur et l'équipe ont pris des risques très, très, très considérables. Et c'est un film qui est monté de façon magistrale. Donc, moi, ça m'a beaucoup impressionné. Ça vient avec un two thumbs up de votre part. Oui, absolument. Un film à voir. Mais j'imagine que dans la plupart des pays, ce serait extrêmement difficile d'avoir un accès si complet à ce qui se passe réellement au sein d'un régiment militaire. Je ne sais pas qu'est-ce qui a fait qu'au Danemark, on a réussi à le faire. Il y a peut-être une certaine naïveté là, dans des pays qui ont peu participé à des guerres. Je verrais mal qu'on puisse faire la même chose, par exemple, au sein des forces américaines. Est-ce que ça aurait été possible au Canada? Peut-être si ça avait été justement l'ONF. Je suis sûr qu'on aurait bien vérifié qui était derrière le projet et avec quelles intentions. Aussi, par rapport à la chose politique, on dirait qu'on se dit, ben c'était pourri, c'est pourri, ça va toujours être pourri. Est-ce que vous pensez qu'il y a un danger là-dedans en termes de réalisateurs de films documentaires, que les gens, à un moment donné, déconnectent? Ce que je crois que le film documentaire peut faire là-dedans, c'est que la couverture de toutes ces choses-là qu'on reçoit à la télévision et dans les médias, elle est très harnachée, ponctuelle, assez superficielle, et je pense que ce qu'on peut atteindre avec un film documentaire, parce qu'en faisant un film documentaire, on investit souvent plusieurs années, on creuse des choses en profondeur, et puis on s'approche beaucoup de personnages, du vrai vécu des personnages sur une période assez prolongée. Alors ça nous permet, sans avoir des prétentions d'atteindre la vérité, je pense qu'on réussit à rentrer dans plusieurs questions et questionnements de façon plus profonde et à jeter un éclairage différent là-dessus. Et je pense que les gens qui regardent, qui prennent le temps de s'asseoir pour regarder un film documentaire, peuvent comprendre une question d'une façon plus profonde qu'évidemment en regardant un reportage de 2-3 minutes à la télévision. Les reportages ont tendance à se contredire d'une journée à l'autre. Alors de rentrer dans un univers en prenant le temps de connaître certains personnages et de voir comment eux y vivent une situation, je pense que ça peut certainement contribuer à la réflexion sur les questions de société. C'est une fondation qui a été créée suite au décès d'un producteur et cinéaste important qui était un bon ami, un collègue à moi, Yvan Patry. Yvan Patry qui a consacré sa vie à faire des reportages et des films sur des situations extrêmement difficiles dans les pays du Sud, notamment sur des questions de guerre, de torture, etc. On a donc mis sur pied cette fondation qui ramasse des sous pour pouvoir aider des projets de films pilotés surtout par des jeunes réalisateurs et réalisatrices dans les pays du Sud sur des questions qui touchent aux droits humains. Chaque année, la fondation appuie quelques projets, 2, 3, 4 projets, avec des subventions qui, pour nos conditions ici, semblent très modestes, mais qui pour des situations, pour des cinéastes dans le Sud, font quand même une très grande différence. Et on a été content de voir que 2 des films appuyés par la Fondation ont été montrés dans le cadre des rencontres internationales documentaires ici cette année. Et qu'un des 2 films a fait gagner le prix du meilleur, le prix Caméra au point, qui est un des prix majeurs
festival. Wow. Ça s'appelle Cuchillo de Palo. OK. Ça porte, je crois, sur une situation au Pérou, un village où les civils ont été victimes de la confrontation entre les guerrilleros et l'armée, je crois. C'est gênant, mais je ne l'ai pas vu. C'est sous toute réserve. Oui. Bon, mais je vous remercie beaucoup pour votre temps, M. Isaacson. Notre 15 minutes achève Écoute, à l'instant. je te renvoie le texte que j'avais écrit ce matin. All right, thanks a lot.